Madame Lefebvre. Madame Lefebvre était une dame de campagne, une veuve, une de ces demi-paysannes à ruban et chapeau à falbala, de ces personnes qui prennent en public des airs grandioses et cachent une âme de brute prétentieuse sous des dehors comiques et chamarrés, comme elles dissimulent leurs grosses mains rouges sous des gants de soie écrue. Elle avait pour servante une brave campagnarde toute simple, prénommée Rose. Et les deux femmes habitaient une petite maison à volets verts, le long d'une route de campagne en Normandie, au centre du pays de Caux. Comme elle possédait un étroit jardin devant l'habitation, elle cultivait quelques légumes. Or, une nuit, on vola Madame Lefebvre une douzaine d'oignons. Dès que Rose s'aperçut du larcin, elle courut prévenir Madame qui descendit en robe de chambre. Oh, ce fut une terreur, une désolation. On avait volé Madame Lefebvre. Donc on volait dans le pays. Et puis on pouvait revenir. Les deux femmes effarées contemplaient les traces de pas, bavardaient, supposaient des choses. Tenez, ils ont passé par là. Et ils ont mis leurs pieds sur le mur. Ils ont sauté dans la plate-bande. Et elles s'épouvantaient pour l'avenir. Comment dormir tranquille maintenant? Les voisins informés arrivèrent, constatèrent, discutèrent. Les deux femmes expliquaient à chaque nouveau venu leurs observations, leurs idées. Un fermier d'à côté leur offrit ce conseil. Vous devriez avoir un chien. C'est vrai cela. Elle devrait avoir un chien. Quand ce ne serait que pour donner l'éveil. Oh, pas un gros chien, Seigneur. Il les ruinerait en nourriture. Mais un petit chien. En Normandie, on prononce « quin ». Un petit freluquet de quin qui jappe. Dès que tout le monde fut parti, Madame Lefebvre discuta longtemps cette idée de chien. Elle faisait, après réflexion, 1000 objections, terrifiée par l'image d'une jatte pleine de pâté, car elle était de ces dames de campagne parcimonieuses qui gardent toujours quelques centimes dans la poche pour faire ostensiblement l'aumône aux pauvres des chemins et donner aux quêtes du dimanche. Rose, qui aimait les bêtes, apporta ses raisons et les défendit avec astuce. Donc, il fut décidé qu'on aurait un chien. Un tout petit chien. On se mit à sa recherche. Mais on n'en trouvait que des gros, des avaleurs de soupe à faire frémir. L'épicier de Rolleville en avait bien un, tout petit. Mais il exigeait qu'on le lui payât 2 francs pour couvrir ses frais de nourriture. Madame Lefebvre répliqua qu'elle voulait bien nourrir un quin, mais qu'elle en n'achèterait pas. Or, un matin, le boulanger apporta dans sa voiture un étrange petit animal tout jaune, presque sans pattes, avec un corps de crocodile, une tête de renard, une queue en trompette, grande comme tout le reste de sa personne. Un client cherchait à s'en défaire. Madame Lefebvre trouva fort beau ce roquet immonde
qui ne coûtait rien. Rose le prit dans ses bras et demanda comment on le nommait. Le boulanger répondit « Pierrot ». Pierrot fut installé dans une vieille caisse à savon. On lui offrit d'abord de l'eau à boire. Il but. On lui présenta une croûte de pain. Il mangea. Madame Lefebvre, inquiète, eut cette idée. Quand il sera bien accoutumé à la maison, on le laissera libre. Et comme ça, il pourra trouver à manger en rôdant par le pays. Et il fut libre, en effet. Ce qui ne l'empêcha point d'être toujours affamé. Il ne jappait d'ailleurs que pour réclamer sa pitance. Mais dans ce cas, il jappait avec acharnement. Tout le monde pouvait entrer dans le jardin. Pierrot allait fêter chaque nouveau venu et n'aboyait jamais. Madame Lefebvre, cependant, s'était accoutumée à cette bête. Elle en arrivait presque à l'aimer et à lui donner de sa main, de temps en temps, quelques bouchées de pain trempées dans la sauce de son fricot. Mais elle n'avait nullement songé à l'impôt. Et quand on lui demanda 8 francs, 8 francs, madame, pour ce petit freluquet de queue qui ne jappait seulement point. Elle faillit s'évanouir de saisissement. Il fut immédiatement décidé de se débarrasser de Pierrot. Personne n'en voulut. Tous les habitants le refusèrent à 10 lieues aux environs. Alors, faute d'autres moyens, il fut décidé de lui faire piquer du mas. Piquer du mas, c'est manger de la marne. On fait piquer du mas à tous les chiens dont on veut se débarrasser. Au milieu d'une vaste plaine, on voit une espèce de hutte, ou plutôt un tout petit toit de chaume posé sur le sol. C'est l'entrée de la marnière. Un grand puits s'enfonce tout droit jusqu'à 20 mètres sous terre, pour aboutir à une série de longues galeries de mines. On descend une fois par an dans cette carrière, à l'époque où l'on marne les terres. Tout le reste du temps, elle sert de cimetière aux chiens condamnés. Et souvent, quand on passe auprès de l'orifice, des hurlements plaintifs, des aboiements furieux ou désespérés montent jusqu'à vous. Les chiens des chasseurs et des bergers s'enfuient avec épouvante quand ils passent près de ce trou gémissant. Quand on se penche au-dessus, il sort une abominable odeur de pourriture. Des drames affreux s'y accomplissent dans l'ombre. Quand une bête agonise depuis 10 à 12 jours dans le fond, nourrie par les restes immondes de ses devanciers, un autre animal, plus gros, plus vigoureux certainement, est précipité tout à coup. Ils sont là, seuls, affamés, les yeux luisants. Ils se guettent, se suivent, hésitent, anxieux. Mais la faim les presse, ils s'attaquent, luttent longtemps, acharnés. Et le plus fort mange le plus faible, le dévore vivant. Quand il fut décidé de se débarrasser de Pierrot, on s'enquit d'un exécuteur. Le cantonnier qui binait la route demandait
10 sous pour la course. Cela parut follement exagéré à Madame Lefebvre. Le gamin du voisin se contentait de 5 sous. Oh, c'était trop encore. Alors Rose, ayant proposé qu'elle le portasse elle-même, ainsi il ne serait pas brutalisé en route ni averti de son sort, il fut décidé qu'elles iraient toutes deux à la nuit tombante. On lui offrit ce soir-là un bon bol de soupe avec un doigt de beurre. Il l'avala jusqu'à la dernière goutte. Et comme il remuait la queue de contentement, Rose le prit dans son tablier. Elle marchait à grands pas, comme des maraudeuses à travers la plaine. Bientôt, elles furent devant l'entrée de la marnière. Madame Lefebvre se pencha pour écouter si aucune bête ne gémissait. Et non, il n'y en avait pas, Pierrot serait seul. Alors, Rose, qui pleurait, l'embrassa, puis le lança au fond du trou. Elles se penchèrent toutes deux, l'oreille tendue. Elles entendirent d'abord un bruit sourd. Puis, la plainte aiguë, déchirante d'une bête blessée. Puis, une succession de petits cris de douleur, des appels désespérés, des supplications de chiens qui imploraient, la tête levée vers l'ouverture. Ils jappaient. Alors elles furent saisies de remords, d'épouvante, d'une peur folle, inexplicable. Elles se sauvèrent en courant. Et comme Rose allait plus vite, Madame Lefebvre criait « Attendez-moi, Rose, attendez-moi !» Leur nuit fut hantée de cauchemars épouvantables. Madame Lefebvre rêva qu'elle s'asseyait à table pour manger la soupe. Comme elle découvrait la soupière, Pierrot était dedans, il s'élançait, lui mordait le nez. Elle s'éveilla, crut l'entendre japper encore, elle écouta. Mais non, elle s'était trompée. Elle s'endormit de nouveau et se trouva sur une route, une grande route interminable qu'elle suivait. Tout à coup, au milieu du chemin, elle aperçut un panier, un grand panier de fermier abandonné. Ce panier lui faisait peur. Elle finissait cependant par l'ouvrir. Pierrot, blotti dedans, lui saisissait la main, ne la lâchait plus, et elle se sauvait, éperdue, portant ainsi, à bout de bras, le chien suspendu, la gueule serrée. Elle se leva à l'aube, presque folle, et courut à la marnière. Il jappait encore. Elle se mit à sangloter. Et l'appela avec 1000 petits noms caressants. Il lui répondit avec toutes les inflexions tendres de sa voix de chien. Alors, elle promit de le revoir et se jura de le rendre heureux jusqu'à sa mort. Elle courut chez le puisatier, chargé de l'extraction de la marne, et lui raconta son cas. Le bonhomme écoutait sans rien dire. Quand elle eut fini, il prononça « Vous voulez votre cas? Ce sera 4 francs. » Elle eut un sursaut. Sa douleur s'envola d'un coup. 4 francs? 4 francs? Vous en feriez mourir! 4 francs! Et elle s'en alla indignée.
Dès qu'elle fut rentrée, elle appela Rose et lui dit les prétentions du puisatier. Rose, toujours résignée, murmurait « 4 francs. 4 francs, c'est beaucoup, madame. » Puis elle proposa « Si on lui jetait à manger à ce pauvre quin, pour qu'il ne meure pas comme ça. » Madame Lefebvre approuva, toute joyeuse. Et les voilà repartis avec un gros morceau de pain beurré. Ils le coupèrent par morceaux, qu'elle lançait tour à Pierrot, lui parlant. Dès que Pierrot avait achevé un morceau, il jappait pour réclamer le suivant. Elle revint le soir, puis le lendemain, puis les autres jours, mais elle ne faisait plus qu'un voyage. Or, un matin, au moment de lancer la première bouchée, elles entendirent tout à coup un aboiement formidable venu du fond du puits. Ils étaient 2, on avait précipité un autre chien, un gros. Rose appela « Pierrot, Pierrot !» Pierrot jappa. Alors, elles se mirent à lancer la nourriture. Mais chaque fois, elle distinguait clairement le bruit d'une bousculade terrible, suivi des petits cris de douleur de Pierrot, mordu par son compagnon, qui mangeait tout, étant le plus fort. Elles avaient beau spécifier « C'est pour toi, Pierrot, c'est pour toi !» Pierrot, évidemment, n'avait rien. Les 2 femmes interdites se regardaient. Puis Madame Lefebvre prononça d'un ton aigre « Je ne peux pourtant pas nourrir à tous les chiens qu'on jettera là-dedans. Il faut y renoncer !» Et suffoquée à l'idée de tous ces chiens vivant à ses dépens, elle s'en alla, emportant même ce qui restait du pain, qu'elle se mit à manger en marchant. Rose la suivit, s'essuyant les yeux du coin de son tablier bleu. Le paysan se tenait debout, face au médecin, devant le lit de la mourante. La vieille, calme, résignée, lucide, regardait les 2 hommes et les écoutait causer. Elle allait mourir. Elle ne se révoltait pas. Son temps était fini. Elle avait 92 ans. Le médecin. Honoré, vous ne pouvez pas laisser votre mère seule dans cet état-là. Elle peut passer d'un moment à l'autre. Le paysan. Ah, faut pourtant que je rentre mon blé. V'là trop longtemps qu'il est à terre. Le temps est bon, justement. Qu'est-ce que t'en dis, mamé? La vieille paysanne, tenaillée encore par l'avarice, faisait « Oui, de l'œil et du front. Encourager son fils à rentrer son blé. Elle a laissé mourir toute seule. » Mais le médecin se fâcha. « Vous n'êtes qu'une brute, entendez-vous? Et si vous devez absolument rentrer votre blé aujourd'hui même, allez chercher la râpée et faites-lui garder votre mère. Je le veux, entendez-vous? Et si vous ne m'obéissez pas, je vous jure que je vous laisserai crever comme un chien quand vous serez malade à votre tour. »
qu'elle prend la râpée. Mais ce que je sais, moi, vous n'avez qu'à vous entendre avec elle. Ça dépend du temps que vous lui demanderez. Mais je veux qu'elle soit ici dans 1 heure. Entendez-vous? J'y va, monsieur le médecin. Vous fâchez point. Et le médecin s'en alla. Dès qu'il fut seul avec sa mère, Honoré se pencha vers elle et lui dit: « Faut pourtant que j'aille quérir la râpée, puisqu'il veut, cet homme. T'éluche point tant que je revienne. » Et il sortit à son tour. La râpée... La râpée était une vieille repasseuse qui gardait les morts et les mourants de la commune et des environs. Ridée comme une pomme de l'autre année, méchante, jalouse, avare, d'une avarice tenant du phénomène, elle avait pour l'agonie une sorte d'amour monstrueux et cynique. Elle ne parlait jamais que des gens qu'elle avait vus mourir et de toutes les variétés de trépas auxquelles elle avait assisté. Quand Honoré Bontemps entra chez elle, il la trouva en train de repasser. « Allons. Bonjour. Arrêtez comme vous voulez, la mère râpée. Et tout de même, et de votre part. De ma part, ça va à volonté. Mais c'est ma mère qui va point. Votre mère? Ouais, ma mère. Et qu'est-ce qu'elle a, votre mère? Elle a qu'elle va tourner de l'œil. La râpée, avec une sympathie soudaine, posa brusquement son fer. Elle est si bas que ça? Le médecin indiqua passera point la relever. Oh, pour sûr qu'elle est bas alors. Je voudrais que vous me fassiez un prix. Un prix pour jusqu'au bout. Vous savez que je suis point riche. Je peux seulement point me payer une servante. C'est ma soeur qui l'a mise là, ma pauvre, mais trop d'élugement, trop de fatigue. À travailler comme 10. Nonobstant c'est 92. On n'en fait plus de cette graine-là. Il y a 2 prix. Et 40 sous le jour, 3 francs la nuit, pour les riches. 20 sous le jour, 40 la nuit. Pour les autres, vous donnerez 20 et 40. Le paysan réfléchissait. Il la connaissait bien, sa mère. Il savait à quel point elle était tenace, vigoureuse, résistante. Ça pouvait bien durer 8 jours. Non, j'aime pas que vous me fassiez un prix, là. Oh, un prix pour jusqu'au bout. Le médecin dit qu'elle passera tantôt. Si ça se fait, tant mieux pour vous, tant pis pour moi. Mais si ça doit durer jusque demain ou plus longtemps, et tant pis pour vous, tant mieux pour moi. La garde, surprise, regardait l'homme. On ne lui avait jamais proposé de trépas à forfait.
Elle hésitait, tentée par l'idée d'une affaire. Puis elle soupçonna qu'on voulait la jouer. Je veux rien dire, tant que j'aurai point vu votre nez. Venez-y donc la voir. Et les voilà partis tous les deux. Honoré, en approchant de sa maison, murmura pour lui-même: si c'était fini tout de même. Mais la vieille n'était point morte. Elle demeurait étendue en son grabat, les mains sur la couverture, des mains affreusement maigres, nouées, pareilles à des bêtes étranges, des crabes, fermées par les rhumatismes, les fatigues, les besognes presque séculaires qu'elle avait accomplies. La rapée s'approcha du lit et considéra la mourante. Puis, elle lui prit le pouls, elle écouta respirer, la questionna pour l'entendre parler. Puis, l'ayant à nouveau longtemps considéré, elle sortit, suivie d'Honoré. Son opinion était faite, la vieille n'irait point à la nuit. Eh ben, ça durera 2 jours, peut-être 3. Vous me donnerez 6 francs, tout compris. 6 francs? 6 francs? Avez-vous perdu le sens? Mais je vous dis qu'elle en a pour 5 ou 6 heures, tout au plus. Ils discutèrent longtemps, acharnés tous les deux. Comme le temps passait, comme la vieille allait se retirer, comme son blé ne se rentrerait pas tout seul, à la fin il consentit. C'est dit, 6 francs, tout compris, jusqu'à la levée du corps. C'est dit. Et 6 francs, et tout compris. Le paysan s'en alla à grands pas vers son blé couché sur le sol sous le lourd soleil qui mûrit les moissons. La rapée rentra dans la maison. Elle avait apporté de l'ouvrage, car auprès des morts et des mourants, elle travaillait sans relâche, tantôt pour elle-même, tantôt pour les familles qui l'employaient à cette double besogne, moyennant un supplément de salaire. Tout à coup, elle demanda: Vous êtes administré, au moins, l'année bon temps? La vieille fit non de la tête. La rapée, qui était dévote, se leva avec vivacité. « Seigneur Dieu, c'est impossible, je m'en vais quérir monsieur le curé. » Le prêtre s'en revint aussitôt, précédé de l'enfant de chœur qui sonnait une clochette pour annoncer le passage de Dieu dans la campagne calme et brûlante. La rapée venait derrière, toute penchée, et pliée en deux, comme pour se prosterner en marchant, les mains jointes comme à l'église. La mère Bontemps se confessa, reçut l'absolution, communia, et le prêtre s'en revint, laissant seules les 2 femmes dans la chaumière, étouffantes. Alors la rapée se mit à considérer la mourante, en se demandant si cela durerait longtemps. À la nuit tombante, Honoré revint. S'étant approché du lit, il vit que sa mère vivait encore. 5 heures, à l'aube. Mave,
5 heures. Elle revint en effet au jour levant. Honoré, avant de se rendre aux terres, mangeait la soupe qu'il avait faite lui-même. Eh ben, votre mets, est-ce qu'elle a passé? Il répondit avec un pli malin au coin des yeux. Ah ben plutôt mieux. Et il s'en alla. La râpée, inquiète, s'approcha du lit de la mourante, qui demeurait dans le même état, oppressée, immobile, l'œil ouvert. Et elle comprit que cela pouvait durer 2 jours, 4 jours, 8 jours ainsi. Une épouvante étreignit son cœur d'avare, tandis qu'une colère furieuse la soulevait contre ce finaud qu'il avait joué et contre cette vieille qui ne mourait pas. Elle se mit au travail néanmoins, le regard fixé sur la face ridée de la mère Bontemps. À midi, Honoré revint pour déjeuner. Il avait l'air content, presque goguenard. Puis, il s'en retourna au champ. Il rentrait son blé, décidément, dans d'excellentes conditions. La râpée s'exaspérait. Chaque minute qui passait lui semblait du temps volé, de l'argent volé. Elle avait envie, une envie folle, de prendre par le cou cette vieille têtue, cette vieille obstinée, cette vieille bourrique, et d'arrêter, en serrant un peu, ce petit souffle rapide qui lui volait son temps et son argent. Puis elle eut peur du danger. D'autres idées lui venant à l'esprit, elle s'approcha du lit de la mère Bontemps. Vous avez-vous déjà vu le diable? La mère Bontemps murmura non. Alors la garde se mit à lui causer, à lui conter des histoires pour terroriser son âme débile de mourante. Le diable vient visiter tous les agonisants. Il a une marmite sur la tête, un balai à la main, il pousse de grands cris. Quand on l'a vu, c'est fini. Cette année, il a visité Jocelyn Loisel, Séraphine Grandpied, Eulalie Ratier, Sophie Padagno. La mère Bontemps, éperdue enfin, s'agitait, remuait les mains, essayait de tourner la tête pour voir au fond de la pièce. La râpée disparut soudain du pied du lit. Dans l'armoire, elle prit un drap dont elle s'enveloppa. Elle se coiffa de la marmite, dont les 3 pieds, courts et courbés, se dressaient ainsi que 3 cornes. De la main droite, elle saisit un balai, de la gauche, un grand seau de fer blanc qu'elle jeta brusquement en l'air pour qu'il retombât avec bruit. Il fit en heurtant le sol un fracas épouvantable. Alors, grimpée sur une chaise, la garde apparut, gesticulant, poussant des clameurs aiguës au fond du pot de fer qui lui cachait la face et menaçant de son balai, tel un diable de guignol, la mourante en fin de vie. La mère Bontemps, éperdue, folle de terreur, essaya de se soulever pour s'enfuir.
Elle parvint presque à se redresser. Elle poussa un grand soupir et retomba. C'était fini. Alors la râpée, tranquillement, remit en place tous les objets. Le balai au coin de l'armoire, le drap dans l'armoire, la marmite sur le foyer, la chaise contre le mur. Et avec les gestes professionnels, elle ferma les yeux énormes de la mourante, de la morte, posa sur le lit une assiette, versa dedans l'eau du bénitier, et s'agenouillant, se mit à réciter avec ferveur les prières des trépassés qu'elle connaissait par cœur, par métier. Quand Honoré revint des terres le soir venu, il la trouva en train de prier. Il calcula tout de suite qu'elle gagnait encore 20 sous sur lui, car elle n'avait passé que 3 jours et 1 nuit, ce qui faisait en tout 5 francs au lieu des 6 qu'il lui devait. Les prévenus, Brumont, Césaire Isidore, Écornu, Prosper Napoléon, comparaissent devant la cour d'assises de la Seine inférieure pour tentative d'assassinat sur la femme Brumont, épouse du premier des prévenus. Brumont est éleveur de porc et demeure à Cacheville-la-Goupille, canton de Criquetot. Cornu est cabaretier à Criquetot. Madame Brumont, une maigre paysanne, est assise au banc des témoins. Le président. Ainsi donc, femme Brumont, ils sont entrés dans votre maison et vous ont jeté dans un baril plein d'eau. Dites-nous les faits par le détail. Levez-vous. Elle se lève et s'explique. J'ai que 7 haricots. V'là qu'ils entrent. Oh, je me dis, ils ont quelque chose. Ils sont pas naturels, ils sont malicieux. J'aime point à les voir ensemble, car c'est deux pas grand-chose en société. Ils me regardaient comme ça de travers. Surtout Cornu. Vu qu'ils louchent. Je leur dis, qu'est-ce que vous me voulez? Ils répondent point. J'avais une méfiance. Brumont. J'ai été bu, mon président. Cornu. Ah, dis que j'ai bu tous les deux, te mentira point. Vous voulez dire que vous étiez ivre? Ça se demande pas. Ça peut arriver à tout le monde. Femme Brumont, reprenez votre disposition. J'y vais. Donc, la Brumont qui me dit, veux-tu gagner 100 sous? Oh oui que je dis, vu que 100 sous, ça se trouve pas dans le pas d'un cheval. Alors, le v'là qui s'en va quérir le grand baril défoncé qui est sous la gouttière du coin, et puis qu'il le renverse, et puis qu'il l'apporte dans ma cuisine, et puis qu'il le plante droit au milieu, et puis qu'il me dit, va quérir Dio jusqu'à temps qu'il sera plein. Me v'là avec mes 2 siots que je vais à la mare, et j'apporte Dio, et puis encore Dio. Pendant 20 heures, vu que ce baril, il est grand comme une cuve, sans votre respect, monsieur le président. Pendant ce temps-là, Brumont et Cornu, ils buvaient un coup, et puis encore un coup,
Et puis encore un coup, ils se complétaient de compagnie que je leur dis. C'est vous qui êtes plein. Plus plein que ce baril. Alors Brument me dit, te tracasse point, va ton train, ton tour viendra, chacun son content. Mais je m'occupe point de son propos, vu qu'il était bu. Et quand le baril fut empli rasibus, je dis, v'là, c'est fait. Alors, Cornu me donne une pièce de 100 sous. Pas Brument. Cornu, c'est Cornu qui me l'a donné. Et Brument me dit, veux-tu gagner encore 100 sous? Oui, que je dis, vu que je ne suis pas accoutumé à des étrennes comme ça. Alors il me dit, débité. Que je me débille? Ouais, qui dit. Jusqu'où veux-tu que je me débille? Si ça te dérange, tu peux garder ta chemise. Ça ne nous dérange point. Cent sous, c'est 100 sous. Voilà que je me débille, mais ça m'allait point de me débiller devant ces deux propres à rien. J'ôte ma coiffe, puis mon caraco, puis ma jupe, puis mes sabots, et Brument me dit, tu peux garder tes bas et tout, je suis un beau garçon. Et Cornu, qui réplique, je suis un beau garçon. Donc, me voilà quasiment comme notre mère Ève. Me voilà qui se lève, il tenait plus debout, tant ils étaient bu. Sauf votre respect, monsieur le président. Je me dis, quelle manigance. Brument dit, ça y est? Cornu, ça y est. Et voilà qu'ils me prennent tous les deux. Brument par la tête, Cornu par les pieds, comme on prendrait, comme qui dirait, un drap de lessive. Oh, mais je gueule, Brument me dit, t'es deux carognes. Et voilà qui me soulève et qui me pique, droit dans le baril qui était plein d'eau. Que je n'ai eu une révolution des sangs, une glaçure jusqu'au béillot. Brument dit, rien que ça, Cornu, rien de plus. Brument, la tête y est point. Ça compte? Cornu. Mais si la tête. Et voilà qui me pousse la tête, quasiment pour monnayer. Que lui se faufilait dedans mes narines, que je veillais déjà les portes du paradis. Et puis qu'il repousse, et puis que je disparais, et puis qu'il aura eu une peurance, vu qu'il me tire de là, et puis qu'il me dit, va vite te sécher, carogne. Oh, mais je m'en sauve, et je m'en vais courant chez monsieur le curé, qui me prête une jupe de sa servante, vu que j'étais en naturel, et qui s'en va quérir maître Cricot, le garde champêtre, qui s'en va à Crictot quérir les gendarmes qui vont à la maison m'accompagnant. Là, Veillon, Brument et Cornu qui se tapaient comme deux béliers. Le brigadier leur y met la main sur le poil. J'ai plus rien à dire. Elle s'assied. Le public riait, les jurés consternés se regardaient. Le président. Prévenu Cornu, vous paraissez être l'infâme instigateur de cette machination. Levez-vous et expliquez-vous. J'étais au but, mon président. Je le sais. Expliquez-vous. J'y vais. Et donc, voilà Brument qui vint à mon établissement vers les 9 heures. Et puis qui se fit servir
de fil en 10. Et puis qui me dit, il y en a pour toi, Cornu. Mais je m'assieds vis-à-vis et je bois. Par politesse, j'en sers 2 autres. Alors, il réitère. Moi aussi. Lui aussi, moi aussi. Si ma Vermidée, nous étions toisés. Alors il se met à pleurer. Oh bah, moi ça m'attriste. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me répond, faut que j'ai 1000 francs pour jeudi. Oh, là-dessus, je deviens froid, vous comprenez? Et Flac, il me propose à brûle tout le foin, je te vends ma femme. J'ai été bu et je suis veuf. Vous comprenez? Ça me remue. Je la connaissais pas, sa femme. Mais une femme, c'est une femme, n'est-ce pas, monsieur le président? Alors j'ai dit, combien ça te met avant? Il réfléchit, bah il fait semblant. Quand on est bu, on n'est pas clair. Et il me dit, je te la vends au mètre cube. Moi, j'ai été bu autant que lui. Ça m'étonne pas. Et puis le mètre cube, ça me connaît dans mon métier. Ça fait 1000 litres. Ça m'allait. Seulement, le prix restait à débattre. Ça dépend de la qualité. J'ai dit, combien ça que te la vends? Il me répond, 2000 francs le mètre cube. Oh, je suis un sou comme un lapin. Et puis je réfléchis, qu'une femme, ça ne doit pas mesurer plus de 400 litres. J'ai dit tout de même, c'est trop cher. Il me répond, je peux pas à moi, j'y perdrai. Vous comprenez? Il n'est pas marchand de cochons pour rat. Il connaît son métier. Mais s'il est ficelle le vendeur de l'art, moi je suis fil, vu que j'en vends. Donc j'ai dit, si elle était neuve, je ne sais pas. Mais elle t'a servi, pas vrai? Donc c'est du retour. Je t'en donne 1500 francs le mètre cube, pour un sou de plus, ça te va-t-il? Il me répond, ça me va. Top là. Je top. Et nous voilà partis tous les deux. Bras dessus, bras dessous. Faut pas qu'on s'entraîne dans la vie. Mais une peur me vint. Comment ça que te va la litrer? À moins de la mettre en liquide. Il réfléchit, bah il fait semblant. Quand on est bu, on n'est pas clair. Il m'explique son idée. Je prends un baril, je l'emplis d'eau rasibus, je la mets dedans. Tout ce qui sortira d'eau, je le mesure rond, ça fait le compte. C'est vu, c'est compris. Mais cette eau qui sortira, elle coulera. Comment ça te fera pour la reprendre? Alors il me traite d'andouille. Et il m'explique qu'il n'aura qu'à remplir le déficit. Une fois que sa femme en sera sortie, tout ce qui remettra d'eau, il mesurera, ça fera le compte. Je suppose 10 siots, ça donne 1 mètre cube. Il n'est pas bête quand il est bu, ce rosse-là. Bref, nous voilà chez lui. Je contemple la particulière. Pour une belle femme, c'est pas une belle femme. Tout le monde peut le voir vu que la voilà.
Puis je réfléchis. Belle ou laide, hein? Ça n'en fait pas moi le même usage. Pas vrai, monsieur le président? Elle reste. Elle vous l'a dit. J'ai même laissé ses bas et sa chemise à mon détriment. Quand ça fut fait, voilà qu'elle s'en sauve. Je crie, attention Bruno, elle s'écape. Il me répond, oh, pas peur, je la rattraperons toujours, faudra bien qu'elle revienne gîter. On va mesurer le déficit. On mesure le déficit, ça faisait pas qu'action. Bref, je me déclare, rien de fait, c'est pas assez. Moi je gueule, il gueule, je surgueule, il tape, je cogne. Oh, ça pouvait durer jusqu'au jugement dernier, vu que j'étais tombés tous les deux. V'là les gendarmes, ils nous sacréandent, nous v'là en prison, je réclame des dommages. Le prévenu Brumont déclare vrai en tout point les aveux de son complice. Le jury se retire pour délibérer. Il revint au bout d'une heure, acquittant les prévenus, avec des considérants sévères appuyés sur la majesté du mariage, établissant la nature précise des transactions commerciales. Brumont regagna son domicile avec son épouse. Cornu retourna à son commerce. Merci. Je tiens aussi à remercier le Théâtre de la Mascara, son directeur, je ne le vois pas, Nicolas Jobert, et puis l'équipe qui est ici, d'avoir accueilli ce spectacle. Merci encore. Cinq heures, à l'aube. Demain, 5 heures. Elle revint en effet au jour levant. Honoré, avant de se rendre au terre, mangeait la soupe qu'il avait faite lui-même. Eh ben, votre mets, est-ce qu'il a passé? Il répondit avec un pli malin au coin des yeux. Ah ben plutôt mieux. Et il s'en alla. La râpée, inquiète, s'approcha du lit de la mourante, qui demeurait dans le même état, oppressée, immobile, l'œil ouvert. Et elle comprit que cela pouvait durer 2 jours, 4 jours, 8 jours ainsi. Une épouvante étreignit son cœur d'avare,
tandis qu'une colère furieuse la soulevait contre ce finaud qu'il avait joué et contre cette vieille qui ne mourait pas. Elle se mit au travail néanmoins, le regard fixé sur la face ridée de la mère Bontemps. À midi, Honoré revint pour déjeuner. Il avait l'air content, presque goguenard. Puis, il s'en retourna au champ. Il rentrait son blé, décidément, dans d'excellentes conditions. La râpée s'exaspérait. Chaque minute qui passait lui semblait du temps volé, de l'argent volé. Elle avait envie, une envie folle, de prendre par le cou cette vieille têtue, cette vieille obstinée, cette vieille bourrique, et d'arrêter, en serrant un peu, ce petit souffle rapide qui lui volait son temps et son argent. Puis elle eut peur du danger. D'autres idées lui venant à l'esprit, elle s'approcha du lit de la mère Bontemps. « Vous avez-vous déjà vu le diable ?» La mère Bontemps murmura non. Alors la garde se mit à lui causer, à lui conter des histoires pour terroriser son âme débile de mourante. Le diable vient visiter tous les agonisants. Il a une marmite sur la tête, un balai à la main, et pousse de grands cris. Quand on l'a vu, c'est fini. Cette année, il a visité Jocelyn Loisel, Séraphine Grandpied, Eulalie Ratier, Sophie Padagno. La mère Bontemps, éperdue enfin, s'agitait, remuait les mains, essayait de tourner la tête pour voir au fond de la pièce. La râpée disparut soudain du pied du lit. Dans l'armoire, elle prit un drap dont elle s'enveloppa. Elle se coiffa de la marmite, dont les 3 pieds, courts et courbés, se dressaient ainsi que 3 cornes. De la main droite, elle saisit un balai, de la gauche, un grand seau de fer blanc qu'elle jeta brusquement en l'air pour qu'il retombât avec bruit. Il fit en heurtant le sol un fracas épouvantable. Alors, grimpée sur une chaise, la garde apparut, gesticulant, poussant des clameurs aiguës au fond du pot de fer qui lui cachait la face et menaçant de son balai, tel un diable de Guignol, la mourante en fin de vie. La mère Bontemps, éperdue, folle de terreur, essaya de se soulever pour s'enfuir. Elle parvint presque à se redresser. Elle poussa un grand soupir et retomba. C'était fini. Alors la râpée, tranquillement, remit en place tous les objets. Le balai au coin de l'armoire, le drap dans l'armoire, la marmite sur le foyer, la chaise contre le mur. Et avec les gestes professionnels, elle ferma les yeux énormes de la mourante, de la morte, posa sur le lit une assiette, versa dedans l'eau du bénitier, et s'agenouillant, se mit à réciter avec ferveur les prières des trépassés qu'elle connaissait par cœur, par métier. Quand Honoré revint des terres le soir venu, il la trouva en train de prier. Il
calcula tout de suite qu'elle gagnait encore 20 sous sur lui, car elle n'avait passé que 3 jours et 1 nuit, ce qui faisait en tout 5 francs au lieu des 6 qu'il lui devait. Les prévenus, Brumont, Césaire Isidore et Cornu, Prosper Napoléon, comparaissent devant la cour d'assises de la Seine inférieure pour tentative d'assassinat sur la femme Brumont, épouse du premier des prévenus. Brumont est éleveur de porc et demeure à Cacheville-la-Goupille, canton de Criquetot. Cornu est cabaretier à Criquetot. Madame Brumont, une maigre paysanne, est assise au banc des témoins. Le président. Ainsi donc, femme Brumont, ils sont entrés dans votre maison et vous ont jeté dans un baril plein d'eau. Dites-nous les faits par le détail. Levez-vous. Elle se lève et s'explique. J'ai que 7 haricots. V'là qu'ils entrent. Oh, je me dis, ils ont quelque chose. Ils sont pas naturels, ils sont malicieux. J'aime point aller voir ensemble, car c'est de pas grand-chose en société. Ils me regardaient comme ça de travers. Surtout Cornu, vu qu'il louche. Je leur dis, qu'est-ce que vous me voulez? Ils répondent point. J'avais une méfiance. Brumont. J'ai été bu, mon président. Cornu. Ah, dis que j'ai bu tous les deux, te mentira point. Vous voulez dire que vous étiez ivre? Ça se demande pas. Ça peut arriver à tout le monde. Femme Brumont, reprenez votre disposition. J'y vais. Donc, la Brumont qui me dit, veux-tu gagner 100 sous? Oh oui que je dis, vu que 100 sous, ça se trouve pas dans le pas d'un cheval. Alors, le v'là qui s'en va quérir le grand baril défoncé qui est sous la gouttière du coin, et puis qu'il le renverse, et puis qu'il l'apporte dans ma cuisine, et puis qu'il le plante droit au milieu, et puis qu'il me dit, va quérir Dio jusqu'à temps qu'il sera plein. Me v'là avec mes 2 siots que je vais à la mare, et j'apporte Dio, et puis encore Dio. Pendant 20 heures, vu que ce baril, il est grand comme une cuve, sans votre respect, monsieur le président. Pendant ce temps-là, Brumont et Cornu, ils buvaient à coups, et puis encore un coup, et puis encore un coup. Ils se complétaient de compagnie que je leur dis, c'est vous qui êtes plein, plus plein que ce baril. Alors Brumont me dit, te tracasse point, va ton train, ton tour viendra, chacun son content. Mais je m'occupe point de son propos, vu qu'il était bu. Et quand le baril fut empli rasibus, je dis, v'là, c'est fait. Alors, Cornu me donne une pièce de 100 sous. Pas Brumont. Cornu, c'est Cornu qui me l'a donné. Et Brumont me dit, veux-tu gagner encore 100 sous? Oui, que je dis, vu que je ne suis pas accoutumé à des étrennes comme ça. Alors il me dit, débiter. Que je me débille? Ouais, qui dit. Jusqu'où veux-tu que je me débille? Si ça te dérange,
tu peux garder ta chemise. Ça ne nous dérange point. Sans sous, c'est sans sous. Voilà que je me débille, mais ça m'allait point de me débiller devant ces deux propres à rien. J'ôte ma coiffe, puis mon caraco, puis ma jupe, puis mes sabots, et Brumand me dit, tu peux garder tes bas et tout, je suis un beau garçon. Et Cornu, qui réplique, je suis un beau garçon. Donc, me voilà quasiment comme notre mère Ève. Me voilà qui se lève, il tenait plus debout, tant ils étaient bu, sauf votre respect, monsieur le président. Je me dis, qui manigance. Brumand dit, ça y est, Cornu, ça y est. Et voilà qu'ils me prennent tous les deux. Brumand par la tête, Cornu par les pieds, comme on prendrait, comme qui dirait, un drap de lessive. Oh, mais je gueule, Brumand me dit, t'es deux carognes. Et voilà qui me soulève et qui me pique, droit dans le baril qui était plein d'eau, que je n'ai eu. Une révolution des sangs, une glaçure jusqu'au baillon. Brumand dit, rate que ça, Cornu, rate plus. Brumand, la tête y est point. Ça compte, Cornu, mais si la tête. Et voilà qui me pousse la tête, quasiment pour monnayer. Que lui se faufilait dedans mes narines, que je veillais déjà les portes du paradis. Et puis qu'il repousse, et puis que je disparais, et puis qu'il aura eu une peurance, vu qu'il me tire de là, et puis qu'il me dit, va vite te sécher, carogne. Oh, mais je m'en sauve, et je m'en vais courant chez monsieur le curé, qui me prête une jupe de sa servante, vu que j'étais en naturel, et qui s'en va quérir maître Cricot, le garde champêtre, qui s'en va à Cricot quérir les gendarmes qui vont à la maison m'accompagnant. Là, Veillon, Brumand et Cornu qui se tapaient comme deux béliers. Le brigadier leur y met la main sur le poil. J'ai plus rien à dire. Elle s'assied. Le public riait, les jurés consternés se regardaient. Le président. Prévenu Cornu, vous paraissez être l'infâme instigateur de cette machination. Levez-vous et expliquez-vous. J'étais au but, mon président. Je le sais. Expliquez-vous. J'y vais, j'y vais. Et donc, voilà Brumand qui vint à mon établissement vers les 9 heures. Et puis qui se fit servir 2 fil en 10. Et puis qui me dit, il y en a pour toi, Cornu. Mais je m'assieds vis-à-vis et je bois. Par politesse, j'en sers 2 autres. Alors, il réitère. Moi aussi. Lui aussi, moi aussi. Si mal verminé, nous étions toisés. Alors il se met à pleurer. Oh bah, moi ça m'attriste. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me répond, faut que j'ai 1000 francs pour jeudi. Oh, là-dessus, je deviens froid, vous comprenez? Et Flac, qui me propose à brûle tout le foin, je te vends ma femme. J'ai été bu et je suis veuf. Vous comprenez? Ça me remue. Je la connaissais point, sa femme. Mais une femme, c'est une femme, n'est-ce pas, monsieur le président?
Alors j'ai dit, combien ça te met avant? Il réfléchit, bah il fait semblant. Quand on est bu, on n'est pas clair. Et il me dit, je te la vends au mètre cube. Moi, j'ai des bu autant que lui. Ça m'étonne pas. Et puis le mètre cube, ça me connaît dans mon métier. Ça fait 1000 litres. Ça m'allait. Seulement, le prix restait à débattre. Ça dépend de la qualité. J'y dis, combien ça que te la vends? Il me répond, 2000 francs le mètre cube. Oh, je fais un saut comme un lapin. Et puis je réfléchis qu'une femme, ça ne doit pas mesurer plus de 400 litres. J'ai dit tout de même, c'est trop cher. Il me répond, je peux pas à moi, j'y perdrai. Vous comprenez? Il n'est pas marchand de cochons pour rat. Il connaît son métier. Mais s'il est ficelle le vendeur de l'art, moi je suis fil, vu que j'en vends. Donc je dis, si elle était neuve, je dis pas. Mais elle t'a servi, pas vrai? Donc c'est du retour. Je t'en donne 1500 francs le mètre cube, pour un sou de plus, ça te va-t-il? Il me répond, ça me va. Top là. Je top. Et nous voilà partis tous les deux. Bras dessus, bras dessous. Faut bien qu'on s'entraide dans la vie. Mais une peur me vint. Comment ça que te va la litrer? À moins de la mettre en liquide. Il réfléchit, bah il fait semblant. Quand on est bu, on n'est pas clair. Il m'explique son idée. Je prends un baril, je l'emplis d'eau rasibus, je la mets dedans. Tout ce qui sortira d'eau, je le mesure rond, ça fait le compte. C'est vu, c'est compris. Mais cette eau qui sortira, elle coulera. Comment ça te fera pour la reprendre? Alors il me traite d'andouille. Et il m'explique qu'il n'aura qu'à remplir le déficit. Une fois que sa femme en sera sortie, tout ce qui remettra d'eau, il mesurera, ça fera le compte. Je suppose 10 siots, ça donne 1 mètre cube. Il n'est pas bête quand il est bu, ce Rossia. Bref, nous voilà chez lui. Je contemple la particulière. Pour une belle femme, c'est pas une belle femme. Là, tout le monde peut le voir vu que la voilà. Puis je réfléchis. Belle ou laide, hein? Ça n'en fait pas moi le même usage. Pas vrai, monsieur le président? Elle reste. Elle vous l'a dit. J'ai même laissé ses bas et sa chemise à mon détriment. Quand ça fut fait, voilà qu'elle s'en sauve. Et je crie, attention, Bruno, elle s'écape. Il me répond, oh, pas peur, je la rattraperons toujours, il faudra bien qu'elle revienne gîter. On va mesurer le déficit. On mesure le déficit, ça faisait pas 4 siots. Bref, je m'en déclare, rat de fait, c'est pas assez. Moi je gueule, il gueule, je surgueule, il tape, je cogne. Oh, ça pouvait durer jusqu'au jugement dernier, vu que j'ai tombé tous les deux. V'là les gendarmes, ils nous sacréandent, nous v'là en prison, je réclame des dommages.
Le prévenu Brumont déclare vrai en tout point les aveux de son complice. Le jury se retire pour délibérer. Il revint au bout d'une heure, acquittant les prévenus, avec des considérants sévères appuyés sur la majesté du mariage, établissant la nature précise des transactions commerciales. Brumont regagna son domicile avec son épouse. Cornu retourna à son commerce. Merci. Je tiens aussi à remercier le Théâtre de la Mascara, son directeur, je ne le vois pas, Nicolas Jobert, et puis l'équipe qui est ici, d'avoir accueilli ce spectacle. Merci encore.